Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette troisième édition du Festival du livre audio en ligne organisé en partenariat avec l'Institut français. Et donc pour inaugurer cette semaine de rencontres, nous sommes ravis d'accueillir Sami Mokadem, Zeynep Benchiri et Zakia Bouassida. Donc pour une rencontre modérée par Christophe Rioux, journaliste pour Lire Magazine littéraire, autour du livre 19 de Sami Mokadem. Ces titres qu'on va vous proposer cette semaine en fait font partie de la sélection du prix du livre audio francophone organisé avec l'Institut français. Et donc je vous rappelle que vous pouvez encore voter pour ces livres jusqu'à la fin de semaine sur le site de l'association La Plume de Pan, http://www.laplumedepan.com. Et je donne tout de suite la parole à Christophe et je vous dis à tout à l'heure. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette première rencontre du Festival du livre audio en ligne, je suis ravi que nous démarrions avec des acteurs du monde du livre en Tunisie, là où ont été organisés un tout premier salon du livre audio à la Bibliothèque nationale de Tunisie en 2021, suivi par une semaine du son de l'UNESCO en Tunisie en 2022, à Bizerte, à Tunis-Gamart et à Djerba, pendant le sommet de la francophonie, et nous y étions en tant que co-organisateurs. Et à cette occasion, le livre d'un auteur qui s'était déjà beaucoup intéressé à Carthage nous avait servi de fil rouge. C'était le mythique Salammbô de Flaubert. Et pour cette rencontre d'aujourd'hui, le livre 19 sera cette fois notre fil rouge et nous avons le plaisir d'accueillir son auteur, Sami Mokadem. Sami, bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être là avec vous en ligne. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de votre présence. Alors, je vais vous présenter un peu plus précisément. Vous êtes né en 1982, vous êtes diplômé en expertise comptable, mais vous avez très vite décidé de fuir le monde des chiffres en publiant vos premières nouvelles sur les réseaux sociaux. En 2013, vous publiez votre premier recueil de nouvelles, titré La Cité écarlate. En 2014, vous publiez votre premier roman, 19, lauréat du prix Comard en catégorie découverte, c'était en 2015, et dont nous allons parler plus précisément aujourd'hui. En 2017, vous publiez le deuxième volet de la trilogie de Carthage, commencé avec 19, à travers le roman Le sang des anges, et en 2020, vous publiez le dernier tome de la trilogie, intitulé Le secret des Barcides, lauréat du prix spécial du jury Comard 2020 et finaliste du Pola, le prix Orange du livre en Afrique 2021. Auparavant, en 2019, il faut rappeler que vous aviez également publié votre premier roman en langue arabe, intitulé Le cimetière des papillons, puis que vous aviez enchaîné en 2021 avec 4 épisodes de la série La décennie noire, une fresque historique située entre l'an 1250 et l'an 1260 dans le cadre du projet Les romans de poche tunisiens en langue arabe. En 2021, vous avez présidé le jury Goncourt Choix de la Tunisie et la même année, votre roman, il était 2 fois Le Petit Prince. Alors, je l'ai dit, aujourd'hui, nous parlons plus précisément de 19, mais alors se pose tout de suite la question du genre, du fait de classer ou pas les livres dans des catégories. Comment vous définiriez 19 ? Puisqu'on peut dire qu'il emprunte au code du polar, avec une dimension ésotérique, qu'il ressemble parfois à un thriller politique, et puis également à un roman historique où Carthage a une place centrale. Merci beaucoup pour cette présentation exhaustive et merci pour la question. Justement, moi, c'est très personnel, hein, c'est très subjectif, mais je suis vraiment contre la classification des romans. Le problème s'est posé dans les années 70 avec le premier roman du genre de Catherine Neville qui s'intitule Le 8 et que tous les libraires ont eu du mal à mettre dans un classement particulier parce que ça brassait plusieurs genres et c'était le premier livre qui mixait à la fois mystère, action, enquête historique, etc. Mais à partir de là, le genre a évolué jusqu'à arriver au fameux Da Vinci Code. Voilà, donc je dirais que 19 s'inscrit peut-être dans la même lignée sans pour autant le comparer au grand Da Vinci Code, bien entendu, mais c'est un roman à mystère avec un jeu de pistes qui mène le lecteur dans une quête d'un mystère ancien. C'est un thriller en quelque sorte ésotérique, si je peux coller cette étiquette au roman.
Oui, alors moi, je partage votre opinion sur les genres. Je trouve qu'on catalogue beaucoup trop et on compartimente. On a même, d'ailleurs, il y a une émission sur France Culture dont le titre est Mauvais genre qui prenait un peu cette question-là à contre-pied. Mais vous avez raison. Vous avez cité le Da Vinci Code, mais on peut aussi penser au Nom de la rose d'Umberto Eco, qui est une sorte de thriller métaphysique totalement inclassable et qui est un texte extrêmement littéraire également, et que donc le fait de compartimenter, de hiérarchiser ou de choisir des cases pose problème. Et dans votre approche, c'est vrai qu'on sent les inspirations multiples, hein, dès l'exergue de votre livre, avec une référence à Murakami, certains éléments de votre univers qui pourraient ressembler ou faire penser à quelque chose de peut-être de Stephen King aussi, en tout cas. Voilà, et je vois d'ailleurs, c'est assez drôle, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais derrière vous, on voit le mot King. Alors, il est un peu coupé, donc c'est pas Stephen King, mais, mais bravo. Et donc, vous pratiquez un grand nombre de références qui sont d'ailleurs multiples et qui touchent à des univers très, très variés. C'est un peu le cœur de votre démarche, ça, avec 19 et avec la trilogie, de mêler précisément des références et des univers que parfois on ne fait pas cohabiter. Oui, en quelque sorte, parce que, en fait, oui, j'adore Stephen King déjà, c'est parmi mes auteurs préférés. Et ensuite, oui, 19, c'était mon premier roman. Et je suis un grand passionné des mystères scientifiques, archéologiques, des mythes, des légendes. Et donc, j'ai essayé de trouver un petit fil conducteur entre tous ces thèmes. Et comme vous le savez, dans tout premier roman, l'auteur a envie de tout raconter et de tout mettre comme si c'était son premier et ultime roman, comme si c'était, je sais pas, un exercice qu'il fera qu'une seule fois dans sa vie. Donc, je me suis abandonné à cet exercice et à cette pression. J'ai mixé tout ce que je connais. Euh, j'ai essayé de construire une sorte de puzzle qui réunit à la fois mythologie, sciences occultes, archéologie, et j'espère avoir réussi à brosser ce tableau. Mais en tout cas, par la suite, dans Le sang des anges et Le secret des Barcides, c'était un peu plus réfléchi. Hein. J'ai un peu limité les thèmes. Et voilà. Oui, alors, je l'ai évoqué au début, mais c'est vrai que votre livre est dédié à Carthage. Il faut le rappeler, cité légendaire. Vous évoquez même, alors à l'époque, hein, c'était je crois de mémoire, le 2828e anniversaire, donc ça a changé depuis. Mais pourquoi Carthage? Parce qu'effectivement, c'est le cœur vibrant de votre histoire, on le voit bien, on a parlé aussi de cette dimension de trilogie, mais qu'est-ce qui fait que Carthage a été vraiment le centre de votre choix et qu'elle joue un rôle aussi important? Merci, merci pour cette question parce que moi j'affectionne Carthage non pas comme ville, mais comme civilisation. Et je trouve que il y a beaucoup de non-dits sur Carthage. Il y a, euh, il y a même des épisodes entiers qu'on raconte, mais de façon incomplète, de façon tronquée. Euh, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur des faits historiques que malheureusement, nous n'avons pas appris à l'école. Et je me suis dit que la meilleure façon de faire passer ces informations, c'est à travers un roman qui soit à la fois divertissant et instructif, je l'espère. J'évoque par exemple le Moloch qui était un rite euh, que la légende voulait en quelque sorte barbare, parce qu'on disait que les Carthaginois sacrifiaient leurs premiers enfants au dieu Moloch, au dieu Baal Hamoun. Euh, et les archéologues ont trouvé même des urnes contenant des ossements calcinés de bébés en 1923, je pense, et ils se sont dit, tiens, la légende est vraie. Donc il y avait ce sacrifice par immolation, qui était une chose horrible, bien sûr,
Mais ensuite, un archéologue italien qui est venu en 1993, je pense, il a démontré le contraire. Il a démontré que chez les Carthaginois, dans les croyances puniques, l'enterrement était réservé aux adultes et les enfants décédés en bas âge étaient incinérés. C'est ce qui explique les ossements calcinés trouvés dans les urnes. Et c'est ce qui dément cette propagande romaine sur la religion carthaginoise qu'ils voulaient décrire comme infernale, justement pour justifier la destruction de Carthage à l'époque. Et donc, cette information n'était pas connue de tous les Tunisiens ni de tout le monde. Et j'ai essayé de restituer la vérité dans ce roman. Parce qu'en lisant, par exemple, le roman de Flaubert, Salammbô, c'est comme si Flaubert avait donné du crédit à cette légende en la décrivant, de façon très graphique. Et voilà, je pense qu'à partir de là, le Moloch a pris une dimension, voilà, qui a touché plein de lecteurs, qui a peut-être choqué plein de lecteurs, mais la vérité est autre. Oui, alors c'est vrai, on peut penser aux adaptations multiples de Salammbô, et notamment en bande dessinée avec Druillet, avec des univers très graphiques justement qui ont donné un peu à cette thématique une force extrêmement forte, enfin extrêmement puissante. Et c'est votre travail, votre approche, votre démarche, je trouve, c'est de réussir à instiller des éléments scientifiques, aussi des éléments de véracité, d'aller chercher ces indices qui viennent compléter un peu votre démarche. Mais c'est vrai que vous jouez beaucoup dans un mélange entre la fiction et des éléments très réalistes. Par exemple, vous cachez une formule mathématique dans une partition musicale. Mais vous le savez, ça fait l'objet de travaux scientifiques. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle Gödel, Escher et Bach, qui fait des liens, des passerelles entre Gödel, le père du théorème de l'incomplétude en mathématiques, et Bach. Et on retrouve un peu ce principe chez vous, c'est-à-dire l'idée de créer des passerelles, de tisser des liens entre des univers qui sont la musique d'un côté et les sciences et les mathématiques de l'autre. Ça aussi, c'est ce qui caractérise votre approche, l'envie de mélanger ces mondes, ces univers, en ayant la science, la musique et d'autres domaines comme éléments à mêler. Alors oui, parce que franchement, je crois que tout est lié. Tout est un. Tout est, comme je vous l'ai dit, je ne crois pas beaucoup au fait de compartimenter comme ça les genres, les sciences. Je pense que tout est lié d'une certaine façon. Et puis, il y a ce syndrome qui s'appelle la synesthésie. Bien sûr. Et dont plusieurs en souffrent, si je puis dire, mais qui permet à ces personnes même d'écouter, d'entendre un tableau ou de donner des mots à des couleurs, ou bien même, je sais pas, c'est un truc formidable. C'est un truc que j'aurais aimé avoir, c'est de pouvoir, je sais pas, de pouvoir faire des opérations mathématiques complexes Oui. Grâce aux figures géométriques, par exemple, qui se dessinent dans la tête de celui qui a ce syndrome. Donc, tout est lié, musique, mathématiques, peinture, couleur, tout ça est formidablement lié dans la tête de quelqu'un qui a ce syndrome. Et donc, c'était une façon de moi d'exploiter et aussi d'informer le lecteur que ce genre de syndrome existe et que ça pourrait cacher, que cette personne pourrait être la clé pour déchiffrer des mystères cachés dans des toiles de peintres, Oui. dans des partitions musicales, etc. Je trouve ça formidable, hein, ce passage entre la musique, les mathématiques, la peinture. Oui. C'est ce que j'ai essayé de décrire dans le roman.
Complètement. Et encore une fois, la science vous donne raison. Hein, si vous échangiez avec le grand neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, qui est un des grands spécialistes du cerveau, c'est sa conviction, c'est cette circulation effectivement entre ces aires, du cerveau et entre ces mondes. Et lui, par exemple, s'est intéressé à la question du beau. Vous parliez d'œuvres d'art et à la façon dont le beau pouvait être présent dans le cerveau. Et il faut le rappeler, ça n'est pas qu'une pathologie, aussi cette logique synesthésique. C'est Baudelaire qui nous parle de correspondance. Il a consacré un poème extrêmement riche, foisonnant à ces correspondances, avec l'idée que les couleurs et les sons se répondent, par exemple. Donc, on le voit bien, hein, vous l'avez dit, vous avez parlé d'écoute, et ça va me permettre de faire le lien avec notre prochaine intervention. On va continuer avec Zeynep Anchiri. Vous êtes née en 1992, Zeynep, bonjour. Bonjour. À Tunis, vous êtes artiste, comédienne et psychologue, et vous vivez et travaillez en Tunisie. Alors, grâce à un parcours éclectique, vous développez aujourd'hui une pratique artistique pluridisciplinaire où les arts visuels et les arts de la scène puisent leur sel dans une réflexion psychanalytique quasi chirurgicale. Combinant art visuel, installation plastique et performance, vous interrogez de façon aiguë la nature de l'être humain face à son corps et à son espace. Et dans un processus créatif incessant, fait de remise en question et de recherche visuelle, vous questionnez deux notions fondamentales qui sont liées à notre rapport au corps, la perception et la temporalité. Vous vous interrogez aussi sur cette faille entre ce que l'on est, ce que l'on semble être et la projection que l'autre fait sur nous. Votre travail a été présenté dans des lieux très prestigieux en France, comme l'Institut du monde arabe, la Fondation de la Maison de la Tunisie, la galerie Temps de Pause, ainsi qu'en Tunisie, à la station B7L9, la Fondation de la Tunisie pour le développement, la salle 4e art. Et on peut finalement dire de vous que vous vous inscrivez dans une démarche artistique contemporaine qui interroge l'humain dans ses recoins les plus intimes. Alors, recoins les plus intimes, on y est avec 19, et vous avez dû vous amuser avec ces recoins de l'intime. Et puis, on ne l'a pas évoqué, mais elle est importante. Il y a dans 19 une structure qui est un peu particulière avec un compte à rebours. Hein, puisque effectivement, on commence finalement par la fin et on va jusqu'au zéro. Hein, donc on remonte, hein, on est à rebours. Donc là aussi, du point de vue de la lecture, qui ensuite doit favoriser une écoute, c'est vrai que cette mécanique est assez particulière. Alors comment avez-vous fait pour prendre à bras le corps 19 ? Bonjour déjà, merci pour l'invitation. Alors, c'était ma première expérience de livre audio. Du coup, c'était vraiment rempli de découvertes. À chaque fois, je découvrais, je m'adaptais petit à petit. Je savais pas moi-même, j'avais pas vraiment une méthode quand j'avais commencé. Et du coup, j'avais commencé avec 19, qui est quand même un livre un peu complexe, j'ai envie de dire, où justement, avec le compte à rebours aussi, faut pas perdre le fil. C'est un livre qu'il faut écouter ou lire, on va dire, d'une traite, ou voilà, à la suite, où il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de personnages. C'est assez condensé en informations. Et du coup, je me suis amusée moi-même, en fait, un peu dans cette dédale, dans cette histoire, pour réussir un peu à interpréter de façon plus ou moins, on va dire, enfin, avec un peu plus ou moins de suspense, avec voilà, une ambiance qui correspond à cette histoire et qui n'ennuie pas forcément le lecteur, tout en comprenant, en suivant un peu voilà, ce compte à rebours, ces personnages, cette enquête, etc. Oui, et alors au-delà de l'enquête, vous avez parlé de personnages. Alors, on ne va pas tout révéler, mais évidemment, il y a une dimension assez particulière aussi. Alors, comment on arrive à restituer la variété à la fois des personnages et puis des figures qu'on croise, puisque on ne l'a pas cité tout à l'heure, mais on est à un moment dans une évocation du Necronomicon, le livre qui rend fou, un univers, là encore, beaucoup de références possibles. On peut penser également à Lovecraft. Et donc, on voit bien que ça aussi, ça crée une ambiance très, très spécifique.
Comment avez-vous pu restituer cette ambiance assez particulière par rapport à des romans qui n'empruntent pas ce genre de code? Alors, si j'ai pu, alors, je ne saurais pas hein, si j'ai pu vraiment restituer toute l'ambiance. J'espère que oui. Mais on va dire que moi, pour ma part, je me suis un peu mise dans une situation où c'est comme un peu un personnage, en fait. J'ai ajouté un autre personnage qui est moi, du coup, la lectrice. Je n'ai pas interprété les personnages du livre, donc je ne change pas ma voix, je ne change pas forcément d'intonation, etc. Donc, du coup, forcément, il y a l'ajout d'un nouveau personnage qui va lire ce livre et qui va rentrer voilà, chez les gens, dans leurs oreilles, etc., qui va leur ramener l'histoire. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même un peu particulière où finalement, on va s'interpréter soi-même en train de lire le livre, etc. Donc, voilà, il y a tout. Pour moi, c'est un peu une construction de personnage, comme je disais, où voilà, on va vraiment porter l'histoire plus que la lire en tant que telle, voilà, juste avec sa propre voix, parce que aussi, l'enregistrement de livres audio se fait sur plusieurs jours, des fois sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, et il faut essayer de garder la même voix, la même intonation, le même univers. Et si on ne construit pas quelque chose qu'on va retrouver à chaque fois, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai construit un tout petit personnage que je retrouve à chaque fois et qui m'a beaucoup aidé justement à garder en fait voilà, le fil tout le long de l'enregistrement. Oui, et qui permet d'être un vrai fil conducteur pour le coup dans une intrigue assez complexe. Et c'est vrai que ce choix, parce qu'il y a plusieurs écoles, vous l'avez dit, hein, dans le monde du livre audio ou de la lecture, c'est est-ce qu'on interprète chacun des personnages avec une voix différente, quitte à les surjouer parfois? Est-ce qu'on surjoue par exemple un enfant ou pas? Ou est-ce qu'on a plutôt un parti pris de narration ou de narratrice ou de narrateur omniscient ou pas, qui a été le vôtre? Et c'est vrai que ça permet de bien suivre cet univers. Alors, j'ai évoqué dans votre parcours aussi la place que la psychanalyse a pu avoir. Comment, d'un point de vue psychanalytique, vous regardez ce livre? Alors, pas Samy, mais le livre qu'il a produit. On pourra se poser la question après de l'auteur aussi, mais commençons par le livre. Comment vous le percevez d'un point de vue psychanalytique ou psychologique? Oui, psychanalytique, c'est un peu compliqué, mais je ne suis pas du tout psychanalyste. Hein. Mais d'un point de vue psychologique, je trouve que c'est très intéressant le choix un peu des personnages, des différents parcours des personnages, de leur psychologie. Et puis dans cette enquête, justement, qui remonte dans l'histoire, où on voit voilà, aussi des traumas hein, de civilisation entière, des traumas de communauté qui sont confrontés au monde d'aujourd'hui, à des personnages qui vivent dans la modernité dans laquelle on vit, etc. Donc, il y a un peu, voilà, si vous avez envie de la psychanalyse, il y a un peu un retour du il y a un peu, voilà, des traces, finalement, de l'histoire commune, de l'histoire, de la grande histoire avec un grand H, dans le quotidien de ces personnes, en enquêtant sur en suivant, on va dire, cette enquête très, très complexe. Il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui sont ancrées en nous, qu'on retrouve, qui nous échappent des fois, etc. Donc, je pense que c'est aussi une invitation à connaître son histoire, son héritage, ce qu'on transporte avec nous, malgré nous, hein, les choses qu'on ne perçoit pas forcément, qui nous influencent, qui reviennent sous d'autres formes. Et puis la manière avec laquelle aussi est relatée l'histoire, justement à l'origine du Moloch, etc. Quand l'histoire est mal racontée, on peut mal vivre un petit peu son quotidien ou voilà, avoir des références qui sont erronées. Donc, je pense que c'est une invitation aussi à retravailler, à se réconcilier avec son passé. Alors, se réconcilier avec son passé, c'est vrai que c'est un beau projet. Et je l'ai dit, c'est aussi un livre qui fait partie d'une trilogie. Et on va continuer ce petit tour de table avec Zakia Bouassida. Vous êtes éditrice, vous êtes diplômée de l'École normale supérieure de Tunis en études littéraires et de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 en études cinématographiques et audiovisuelles. Vous avez contribué pendant plus de 10 ans à la gestion de projets culturels avec des organisations internationales et dans le secteur associatif. Vous êtes passionnée de livres, vous vous êtes tournée vers le secteur de l'édition et vous avez fondé en 2021 la maison d'édition Livox, La Voix du livre, qui a pour objectif la production et la distribution de livres audio. Bonjour.
Bonjour Bonjour. Christophe. Voilà. Oui, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation à ce festival de livres audio en ligne. Oui, C'est vraiment un plaisir. nous sommes ravis, d'autant que j'évoquais le salon du livre audio à la Bibliothèque nationale de Tunisie en 2021, la semaine du son de l'UNESCO en 2022, avec ses différents sites, et puis l'Ivox. Alors, où en est l'Ivox? Puisque ça a été là aussi un fil rouge, un peu comme les livres qui nous permettent de maintenir le lien, mais l'Ivox, où est-ce que vous en êtes? Oui, l'Ivox, bon, ça avance doucement mais sûrement. C'est un peu difficile parce que le livre audio en Tunisie, c'est encore un format qui n'est pas très consommé. Les Tunisiens ne sont pas encore habitués à écouter des livres, mais j'espère, nous, notre travail justement, c'est de promouvoir ce format qui est très utile, très pratique. D'ailleurs, on le voit partout dans le monde maintenant. Bien évidemment, c'est un très vieux format. C'est pas une nouvelle invention. Ça existe depuis belle lurette, mais avec notre quotidien aujourd'hui, le rythme effréné dans lequel on vit et tout, le livre audio, c'est vrai que ça devient un format utile. Donc voilà, on essaye. Enfin, on a démarré avec la trilogie de Carthage, c'était formidable de commencer par ce projet qui était soutenu par l'Institut français dans le cadre du projet Livre des deux rives. Et donc, Semi Mqadem, l'auteur et l'éditeur de ce livre, du livre en papier aux éditions Pop Libris, il a tout de suite aimé l'idée. Il nous a, pour la cession des droits, il a accepté de nous céder les droits pour l'enregistrement audio. Et c'était formidable d'échanger avec lui tout au long de ce projet. Et voilà, et c'était vraiment un grand défi parce que la trilogie de Carthage, il faut dire que le tome fait plus de 300 pages. Par exemple, 19, il fait 8 heures et 13 minutes d'écoute. Donc, c'était vraiment un grand défi d'organiser tout le travail d'enregistrement, de coordination. Et grâce au talent de Zaïd, qui a été absolument incroyable sur ce projet, avec tout le travail de préparation qu'elle a fait, elle nous a fait gagner énormément de temps et elle nous a offert un résultat un résultat qui est au niveau qu'on souhaitait vraiment. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Et là, à partir de cette trilogie, grâce à cette trilogie et grâce au projet Livre des deux rives, on a pu avoir un premier contenu qui nous a permis de nous lancer sur le marché du livre audio à l'international, parce que là, on est présent sur plusieurs plateformes d'écoute dédiées au livre audio. Et voilà, et ça avance petit à petit. Là, on est sur d'autres productions et voilà, donc on va dire que 19, c'est le beau démarrage officiel de l'Evox. Oui. Et ce projet que vous évoquiez avec l'Institut français autour des deux rives de la Méditerranée, l'idée, c'est de vraiment tisser des liens, des ponts, c'est ça, en fait? Oui, tout à fait. En fait, le projet Livre des deux rives, il y a beaucoup de il y a beaucoup de projets de traduction qui sont soutenus par ce projet. Et par exemple, pour la trilogie de Carthage, elle s'inscrit dans ce projet dans le cadre de la francophonie. Donc, c'est un livre d'un auteur tunisien, d'un éditeur tunisien qui parle de la Tunisie, de Carthage, qui est riche de son histoire et qui est écrit en français. Donc, c'est une manière, en fait, de diffuser toute une culture tunisienne via la langue française auprès de tout un public francophone. Donc, et l'idée de l'enregistrer en audio et de distribuer cette version audio sur plusieurs plateformes internationales, ça nous permet vraiment de toucher de nouveaux publics,
de diffuser au maximum ce contenu très intéressant au-delà de la Tunisie. Oui, et en Tunisie, alors des choses assez surprenantes parce que j'ai découvert que le 19 avait suscité un engouement tel que le running club de Tunis avait organisé quelque chose sur 11 km avec 19 sites et 3000 ans d'histoire, excusez du peu, il faut le dire quand même, mais alors c'est quand même assez incroyable. Donc le principe, c'était avec ce Running Club Tunis de créer un événement où on va véritablement voir les sites qui sont des sites essentiels et qui révèlent cette Carthage qui est présente dans le livre, à la fois punique, romaine, byzantine, arabe, et avec toutes ces dimensions. Oui. Bah, peut-être que Semi pourra en dire plus, mais moi, juste un mot par rapport à cet événement. Moi, vraiment, 19 et toute la trilogie, je trouve que ce sont des œuvres qui inspirent énormément d'autres œuvres et d'autres événements. Et d'ailleurs, Semi en parle. Il a dit, il en parle dans son livre, dans le mot de l'auteur, il a dit qu'il aimerait que ce livre soit la source d'une pièce de théâtre, d'un film, et ça peut l'être vraiment. C'est tellement riche. Et j'espère que l'événement du Running Club se refera, qu'on va le refaire. Et cette fois-ci avec un arrêt audio. Voilà, c'était ma question. Ça pourrait Est-ce que être. le casque était prévu? Puisque je rappelle que dans le domaine du livre audio, on voit beaucoup, dans le métro par exemple parisien, on voit beaucoup d'images avec des joggeuses ou des joggeurs avec un casque effectivement sur les oreilles, et que c'est aussi un vecteur de promotion du livre audio. Mais peut-être, oui, si vous voulez réagir, Semi, si vous voulez peut-être nous dire comment vous avez perçu cette belle hommage, on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'un marathon est prévu, ou un semi peut-être pour commencer? Ah, je crois que votre micro est coupé. C'est bon. Voilà. Oui, vous avez entendu peut-être ma question? Oui. Bien sûr, et merci beaucoup pour cette question. En fait, j'ai été agréablement surpris par cet événement organisé par un lecteur qui est en même temps le président du Running Club de Tunis, qui a aimé le livre et qui a développé tout seul l'idée. En fait, il faut dire que Carthage, si je puis dire, est un musée à ciel ouvert. Il y a énormément de sites. Et donc, comme le Running Club, il a plusieurs membres qui font ces semi-marathons ou bien ces footings à Carthage, à la Marsa, à Sidi Bou Saïd, qui sont des villes de proximité. Et donc, il a décidé de faire cette fois un running dans les ruines ou les endroits, dans le parc archéologique de Carthage. Et on s'est arrêté à chaque fois devant un site qui était ou non évoqué dans le livre pour parler rapidement de son histoire, de certaines anecdotes. On s'était arrêté au Tofet, par exemple, là où on avait trouvé ces urnes avec les ossements calcinés. On s'était arrêté au port Clunic aussi, qui était le port militaire le plus ancien du monde et le plus grand. C'est un port circulaire qui est unique par sa forme et qui avait une capacité d'abriter 280 navires militaires quand même à l'époque. C'était vraiment impressionnant. Et je ne remercierai jamais assez le président du club, Skander Chahloul, qui a pris cette initiative en espérant qu'il y aura d'autres événements pareils.
Oui, alors c'est drôle parce que donc c'est un lecteur qui a été à l'initiative de ce mouvement et qui est assez incroyable. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très surprenant la façon dont le livre est intégré dans votre vie, puisque je crois, il me semble, est-ce que c'est vrai, vous êtes vraiment marié dans une librairie ou est-ce que c'est une légende urbaine? Je ne m'attendais pas à cette question. C'est tout à fait vrai, en fait. En fait, 19, pourquoi j'affectionne particulièrement ce livre? Parce que mon épouse, avant de me connaître, l'avait lu. Et quelque part, c'était un coup de foudre avec le livre avant de devenir un coup de foudre avec l'auteur. Et, euh, et moi, j'ai eu le même coup de foudre hein, pour ma magnifique épouse, Sonia, qui est aujourd'hui avec moi dans la maison d'édition, qui ne cesse de m'encourager, euh, qui ne cesse de... C'est ma première lectrice aussi de tous mes romans. Elle les lit, elle les corrige, elle suggère des modifications, etc. Et donc, oui, nous nous sommes mariés dans une librairie parce qu'on adore tous les deux les livres et parce qu'on a horreur de ces cérémonies familiales euh, obligatoires, si je puis dire. Donc, on a fait comme on voulait, un mariage qui nous ressemblait, quoi. Oui, et je crois aussi une lune de miel au Salon du Livre de Saint-Maur. Parce que ça tombait pile poil avec sa mort en poche et c'était Saint-Maur en l'occasion poche. de rencontrer les stars que nous adorons, les auteurs de thrillers et de polars, comme Granger, Tillier, etc. C'était oui, c'était une lune de miel inoubliable. Oui, et alors on est loin de l'univers de 19, parce que c'est ça qui est aussi assez intéressant, c'est que vous passez d'un univers à un autre. Alors peut-être, j'aimerais qu'on revienne, Zakia, sur la particularité du livre audio, sur le fait que, évidemment, on a la version papier, alors souvent touffue, dense, qui peut parfois susciter des craintes chez des lecteurs qui se disent, voilà, c'est une intrigue très touffue. Comment le livre audio et la version audio de 19 ou de la trilogie, parce que alors là aussi les développements, d'autres développements sont en cours, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, aussi en livre audio, si j'ai bien compris. Mais comment la version en livre audio peut soulever ces craintes parfois, et comment l'interprétation et la lecture vient s'intégrer dans cette démarche? Oui, alors Zainab en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, donc le choix, parce qu'il y a différents types de livres audio, et donc là, le choix artistique qu'on a pris, c'était d'avoir une voix assez neutre, je vais dire, c'est-à-dire sans jouer vraiment les différents personnages, sans théâtralité, mais et l'interprétation de Zayn, quand elle parle donc elle a créé son propre personnage qui va raconter cette histoire, qui va raconter ce livre. À chaque fois, elle imagine les lecteurs, les audio-lecteurs qui écoutent le livre audio à travers sa voix. Donc, il y a une certaine intimité qui se crée entre le lecteur et celui qui écoute. Et Zayn va vraiment travailler sur ça. Et donc, je pense que tout repose sur le travail de lecture. Après, nous, enfin, on a fait d'autres choix aussi, c'est de mettre quelques effets de sound design, par exemple, mais vraiment très léger, hein. On n'a pas, c'est-à-dire, on n'a pas mis de musique ni d'univers sonore assez chargé parce que le livre lui-même, il est déjà très chargé. Euh, donc, on a mis, par exemple, pour le compte à rebours, on a mis le tic-tac du compte à rebours pour appuyer encore plus ce suspense et pour les différentes parties, donc livre 1, livre 2. C'est vraiment un travail très pour alléger un peu, alléger un peu le travail d'audio-lecture, on va dire.
Mais voilà, mais tout repose sur l'interprétation. C'est-à-dire, là, le choix qu'on a fait avec Zainab et le travail que Zainab a fait, donc cette voix unique qui reste vraiment, qui essaye de rester au maximum fidèle à la lecture qu'on fait soi-même d'un livre en papier, cette voix intérieure qu'on a. C'est un peu ça qui fait qu'on allège, entre guillemets, si on peut parler d'allègement, tout le contenu qui peut être parfois, enfin, on peut être parfois apeuré par un contenu aussi dense. Oui. Et là, avec l'audio, on essaie d'encourager un peu plus les gens à l'écouter. Ça peut durer plusieurs mois, plusieurs heures, comme on veut. Voilà. Zaim, je ne sais pas si vous voulez réagir, parce que d'éloges, c'était vraiment votre première fois. Oui. Non, on ne peut pas y croire. Regardez ce concert de louanges. C'est vrai, bah, merci beaucoup encore une fois, mais en vrai, c'est un travail d'équipe. Hein. Toute seule, j'aurais pas pu faire ça sans les corrections, sans les retours, sans les différentes réunions, sans les essais, etc. Et sans le livre, évidemment. Donc, mais c'est vrai que c'était une ambiance assez intime, même pendant l'enregistrement, ce qui a fait que voilà, je me suis sentie très à l'aise et que le projet a vraiment avancé dans une ambiance très familiale, très cocooning, un peu comme ça. Et donc, c'est ce qui a fait que c'était assez fluide, en fait. Bon, en tout cas, c'est une réussite. C'est un très, très beau livre audio et il suscite beaucoup d'intérêt, je peux vous le dire. Donc, voilà, c'est bravo. Hein, bravo à toutes et à tous, et à toutes les équipes. Merci, Christophe. Voilà. Et nous arrivons au terme de nos échanges parce que nous avons, alors je ne sais pas si nous avons des questions parfois, nous en avons, parfois pas. Cécile, je me tourne vers Cécile. Non, nous n'en avons pas, mais j'imagine qu'après cet échange riche, les audiolecteurs vont se précipiter dans les librairies et vers les plateformes de vente pour découvrir cette lecture, qu'on a eu, nous, grand plaisir en tout cas à découvrir. Donc, un grand merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Puis, je voulais réagir aussi à cette anecdote qui n'en est pas tant que ça du Running Club. En indiquant qu'on voit de plus en plus émerger des projets de parcours sonores et que finalement, le livre audio et les contenus sonores, c'est peut-être aussi une autre façon d'amener, on va dire, la littérature dans l'espace public. Et comme Christophe le suggérait tout à l'heure, j'espère que lors d'un prochain voyage en Tunisie, on ira le casque sur les oreilles, réécouter 19 en nous rendant sur les sites. Voilà, un grand merci à tous. On vous donne rendez-vous maintenant à 18h30 donc pour la suite de nos rencontres, cette fois-ci autour d'un livre audio jeunesse, Tisan et ses gâteaux canettes. Merci à tous. Merci. Merci. Vous remercier encore une fois et dire, Christophe, vraiment, je vais revoir cette vidéo parce que j'ai énormément appris en si peu de temps et je vais revenir à tous les livres que vous avez évoqués. Donc, merci infiniment. Merci. Et à une prochaine fois, j'espère. Moi aussi, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.